Comment les garçons deviennent-ils des hommes et pourquoi semble-t-il le devenir de moins en moins en Occident? Notre spécialiste en psychoéducation Thomas Plouffe, modèle de masculinité incomparable, est avec nous pour muscler un peu plus nos cerveaux sur cette question. Salut Thomas! Allô Simon! Alors Thomas, est-ce que vraiment on traverse une crise de la masculinité de nos jours et si oui, en quel sens? Alors, c'est pas moi qui le prétends, c'est-à-dire que moi, je vais baser toute ma chronique sur un livre qui a été écrit par un homme ordinaire, là, qui est un Américain. Le livre lui-même s'appelle « Leaving Boyhood Behind », donc quitter l'enfance du jeune garçon. Puis regagner la fraternité masculine catholique. Je vais tout expliquer ça. Puis lui, ce qu'il prétend, entre autres, il suit plusieurs penseurs, aux États-Unis principalement, qui affirment que oui, il y a une crise de la masculinité aux États-Unis. Il y a une crise, en fait, de l'identité même masculine. Qu'est-ce que c'est un homme? J'ai le goût d'ailleurs de commencer la chronique comme ça en te demandant c'est quoi justement un homme? Est-ce que c'est un gladiateur, être Rambo, Einstein ou je sais pas moi, un Don Juan? Ben, c'est ça, c'est une question fondamentale. Avant de se demander comment on devient un homme, il faut d'abord savoir c'est quoi un homme. Ça, c'est assez basique. Lui, il va vraiment utiliser, il va parler de ce que c'est un homme plus en tant qu'un idéal de ce que c'est un homme. Là. Je veux dire, on pourrait dire qu'un homme, c'est un être humain avec des organes sexuels masculins. On pourrait s'arrêter là, mais ce serait pas suffisant parce que ça ne nous définit pas dans notre identité même. Ou encore aujourd'hui, certains diraient un homme, c'est celui qui se définit comme un homme. Ben oui, là, ça ouvre à toutes sortes de dérives. Lui, il va vraiment plus parler, il y a comme deux extrêmes potentiels dans l'identification du jeune garçon qui cherche à devenir un homme. Un extrême qui est plus l'extrême du machisme, là, carrément décérébré, distordu un peu. Et à l'autre extrême, l'homme efféminé, au sens de Saint Paul. Là. Saint Paul en parle vraiment dans ces mots-là, là, au sens d'un homme qui a jamais vraiment goûté à sa nature masculine en tant que telle. Fait qu'entre les deux extrêmes, il va dire, un homme, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui sait recevoir les dons que Dieu lui a donnés de par sa nature. Puis ça s'exprime principalement par la force, entre autres. Là. Notre nature biologique nous a donné ça, principalement. On voit que tu as des très gros muscles. Ah, ben, écoute, tu vois. Non, la force, l'endurance. Tu sais, dans l'évolution, c'est-à-dire que très, très rapidement, c'est ce qui a distingué. Hommes et femmes se sont distingués de par leur nature. Puis, entre autres, les hommes, c'était par leur testostérone, les amenait plus forts, plus endurants. Puis ça a créé des rôles sociaux. Puis mais c'est celui qui sait utiliser cette force-là, cette endurance-là, pour la mettre au service du plus faible et de l'autre. Puis là, dans le cas qui nous concerne, ben, l'autre, c'est vraiment l'épouse puis les enfants parce que la pleine complétion de la masculinité se déroule dans le mariage. Pour ce qui est c'est ça, dans le mariage, puis aussi dans la prêtrise. Là, Thomas, j'ai quand même pas le choix de soulever une objection. J'imagine vas-y. Plusieurs femmes, il y en a ici, qui pourraient dire on a quand même plusieurs forces, nous aussi, et on les met aussi au service des plus faibles, de nos enfants et de nos maris, qui ont bien des faiblesses, eux aussi, non? Certainement, mais à quelque part, ben là, c'est pas le propos du livre, mais à quelque part, les femmes aussi sont appelées, de par leur nature, à entrer en sacrifice. C'est-à-dire que dans l'idéal féminin, il y a aussi cette notion-là de sacrifice pour l'autre. Donc, il y a les deux. C'est juste que notre nature biologique nous conduit pas vers le même chemin de sacrifice. La testostérone, qui est proprement masculine, fait en sorte que c'est une force, une endurance physique qu'on va donner à l'autre, versus la femme, ça va être d'autres forces. Je vois Laurence réagir. Ben moi, en tout cas, peut-être je me trompe, là, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est la forme d'endurance de la femme c'est des petits efforts sur le long terme, là, c'est-à-dire comme un nouveau-né, là, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais c'est pas comme une force momentanée, là. Par exemple, lever un gros divan ou des fois, tu sais, même mon mari s'occupe plus de notre enfant de 2 ans qui peut faire une crise ou des choses comme ça, c'est physique. Tandis qu'en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que les femmes, en général, je les trouve plus talentueuses pour des petits efforts sur le... parce que c'est dur, là, pas dormir. Moi, j'ai ma fille à 5 mois, là, mais c'est dur pas dormir autant de nuits de suite. Là. Tout à fait, mais c'est-à-dire que la femme partage plusieurs traits de cette endurance-là avec l'homme. Mais c'est sûr que chez l'homme, typiquement, on va reconnaître une certaine force mentale qui les amène à, disons, porter la famille dans les épreuves. C'est plus que la femme qui, elle, va avoir une endurance... qui va avoir une force plus... qui peut avoir une endurance vraiment dans le trait concret, mais qui va essayer de jouer un rôle dans les formes typiques là, de ce que c'est masculinité, féminité. Là, qui va avoir en acceptant qu'il y a un spectre très large de possibilités dans les individus concrets. Oui, effectivement. Mais ça, en tout cas, là, on parle vraiment d'un idéal tel qu'on peut le retrouver au sens de la parole. C'est comme ça que Saint Paul, d'ailleurs, en parle là, quand il va parler d'hommes et femmes.
Bon, oui, Ariane? Ben non, je m'en allais OK. justement vers là. Là. Tu parlais de deux extrêmes, mais forcément, entre les deux extrêmes, il n'y a pas juste un point milieu. Il y a Non. Ben, c'est-à-dire que différentes façons d'être. assurément, mais c'est sûr qu'on pourrait résumer ça en disant c'est quelqu'un qui utilise les dons que Dieu lui a donnés dans sa nature biologique au service de l'autre. Tu sais, en gros, c'est ça un homme. Parfait. On est tous hommes, mais on doit le devenir, pour Oui, tout à paraphraser fait. Simone de Beauvoir Oui, d'une exactement. certaine manière. Alors, comment est-ce qu'on devient homme? Mais ça, c'est très intéressant selon l'auteur là, dont je parle. Lui, vraiment, il va dire il y a une nuance importante à faire dans notre nature et qu'on observe à travers les cultures qui fait que entre l'homme et la femme, la femme elle-même va faire son rite de passage de la jeune fille à la femme en tant que telle. Ouais. Ce rite-là fait partie d'elle, en fait, parce que sa nature biologique la conduit à devenir femme. Dans ses premières règles, en fait, dès que ses premières règles arrivent, ben, c'est comme elle est face à face avec sa nature inéluctable. Tu sais, Une sorte de rite de potentiellement. passage biologique obligatoire. Ben, qui fait partie d'elle. Mhm. C'est vraiment dans son processus naturel. Ce que l'homme n'a pas. L'homme a vraiment besoin de quelque chose d'externe qui est culturel, qui lui est proposé, qui lui permet son passage de jeune garçon à homme. Puis ça, on le voit sur le plan anthropologique, on le voit autant dans les sociétés civilisées que chez les sociétés beaucoup plus primitives, qui se sont toutes ou presque dotées vraiment de rites de passage. Parce qu'il avait bien vu, il avait très bien vu intuitivement qu'on avait besoin de ça pour faire des hommes de nos garçons. As-tu des exemples de ces rites-là? Quelles en sont ces étapes principales? Bien, exactement, ces rites-là se séparent vraiment en 3 grandes étapes. Puis je vais en donner plusieurs exemples, mais c'est systématique. Là, il y a vraiment 3 grandes étapes tout le temps. D'abord, la première étape, c'est vraiment la séparation de l'enfance. Mhm. Où est-ce qu'il y a une coupure, puis symboliquement, ce qu'on veut, c'est que l'enfant meurt. On va tuer l'enfant en nous pour mieux revêtir la nouvelle identité d'adulte. C'est la séparation, la première étape. Après ça, il y a l'étape de la transition ou de l'initiation à la nouvelle identité. T'sais, une fois que je ne suis plus un enfant, j'ai besoin qu'il y ait une guidance ou des mentors qui viennent me dire, OK, quelle est ma nouvelle identité? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? La deuxième étape, c'est la transition, l'initiation. Puis la troisième étape, qui est essentielle, c'est l'incorporation. Une fois que je sais ma nouvelle identité, je dois être incorporé dans un groupe de semblables dans lequel je vais pouvoir grandir dans cette identité-là. Excellent. J'aimerais ça qu'on commence, peut-être que tu nous expliques un peu plus là, la première étape que tu appelles la séparation du monde ou du monde maternel, quelque chose comme ça? Oui. Bien, la séparation, peut-être juste avant, il y a comme la même mécanique, là, séparation, initiation, incorporation, on la trouve, le lien avec la création est assez évident, on la trouve même dans nos sacrements dans l'Église, on va la trouver, admettons, dans le mariage à une autre échelle, admettons, quand on est appelé à quitter père et mère pour aller à l'hôtel, pour aller voir, on se sépare de cette période-là pour aller rencontrer, pour aller au rite, qui est le mariage lui-même, qui est la deuxième étape, l'initiation, où est-ce que la femme arrive elle aussi seule, puis ce qui nous mène vers l'incorporation au sein du couple dans le mariage par la suite. Donc, il y a vraiment, dans le mariage, séparation, initiation, incorporation. Puis ce qui est intéressant, que je vais reprendre c'est que séparation, c'est une étape franche. Initiation, c'est une étape franche. Puis après ça, incorporation, c'est vraiment quelque chose qui dure, qui doit sans cesse être renouvelé, qui dure pour le restant de la vie, finalement. La même chose au niveau du baptême. Baptême, séparation. D'ailleurs, symboliquement, le baptême, typiquement, c'était on descend dans les eaux, puis on en ressort. Après, donc on meurt pour mieux revivre. Puis après ça, il y a vraiment la confirmation qui est plus l'étape d'initiation à quelle est ma nouvelle identité chrétienne. On revêt un nouveau nom. Puis incorporation dans la fraternité. Il y a vraiment, dans nos sacrements, il y a la même mécanique, finalement, du rite de passage. Tu parles de séparation. Comment concrètement est-ce que le garçon peut se séparer de son monde de l'enfance? Oui, exactement. Bon, si on revient à comment devenir un homme, c'est ce que ça prend comme première étape. Puis le monde de l'enfance est symbolisé par la mère, en fait, typiquement. Là. C'est donc un monde qui est maternel. Puis c'est essentiel, dans bas âge, que le monde soit sécurisant pour l'enfant. Parce que le monde, c'est quand l'enfant naît, c'est le chaos. Puis l'enfant a besoin d'être sécurisé jusqu'à un certain âge pour ensuite lui-même pouvoir entrer dans le monde sans être anxieux constamment puis insécure. Donc, il y a besoin de ça.
autant il a besoin de ça, autant à un moment donné, il a besoin d'être séparé face à ça, qu'il y ait une séparation claire, parce que sinon, éventuellement, il faut tuer la représentation du monde où est-ce que l'enfant attend que le monde attend de recevoir, en fait, est en mode réception du monde pour l'amener dans un mode où est-ce qu'il va donner au monde. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là, sans quoi, ce qui arrive, c'est qu'on a des adultes qui ont des préoccupations d'adultes, mais qui ont une perspective infantile, qui sont encore enfants en eux. Donc, il y a vraiment cette idée-là. D'ailleurs, c'est ritualisé dans des tribus africaines, là, l'idée du passage, de séparation. Il y en a une intéressante où est-ce qu'ils vont vraiment prendre l'enfant, puis ils vont le mettre dans un faux cercueil, puis les femmes se drapent là, de voile, puis font vraiment simulent un deuil vraiment de l'enfant. Puis quand l'enfant quitte le village, puis il revient, bien, c'est vraiment... c'est comme acquis qu'il est devenu une autre personne. Tu sais, l'enfant est mort, puis voilà, il est devenu quelqu'un d'autre. Et ta deuxième étape, là, la transition ou initiation, comment que ça s'incarne? Bon, la première étape suppose que l'enfant en nous est mort. Tu sais, Saint Paul le disait d'ailleurs, là, j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, mais je suis devenu un homme quand j'ai fait disparaître l'enfant en moi. Mais une fois que l'enfant n'est plus là, il y a une angoisse possible. Là. Qu'est-ce que je suis maintenant? Puis chez l'homme, il y a rapidement la question de est-ce que je vais être à la hauteur de ce que c'est être un homme? Est-ce que j'ai besoin de prouver ma valeur? Donc, c'est là que l'initiation prend place. Et ça se fait pas à coup d'information. Voilà ce que c'est être un homme, voici, point par point, pac, 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 pac. Ça se fait dans le concret. Hein, c'est une particularité d'ailleurs de la masculinité, c'est que peut-être aussi de la féminité, mais c'est que les choses doivent se passer dans la manipulation de la matière. Donc, souvent, l'initiation, à notre échelle aujourd'hui, va se faire dans par exemple, dans du travail manuel, ce qui est assez typiquement masculin. Là, si l'enfant a grandi dans un monde où est-ce qu'il voyait les hommes comme dans une bulle un peu à part, un peu mystérieuse du travail, il a envie d'aller vers ce monde-là, un monde où est-ce que les hommes se rassemblent, puis ils vont par exemple, je sais pas moi, bâtir quelque chose, ou même ça peut être la chasse, ou un monde un peu mystérieux, mais où est-ce que les hommes se rassemblent dans ce que ça peut revêtir de valeurs masculines, ben c'est vers là qu'on va l'introduire tranquillement. Typiquement, dans les rites de passage, il y avait aussi beaucoup la notion de sacrifice, de souffrance qui était essentielle à ce rite-là. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est souvent ça ce qu'ils font. Il y a des tribus, par exemple, qu'eux autres, ils vont arracher une dent au jeune garçon pour lui faire sentir la souffrance. C'est symboliser l'idée que c'est la souffrance, mais par la souffrance, c'est l'endurance. Tu ne meurs pas. Regarde, tu ne meurs pas. Et cette souffrance-là, en fait, elle est croissance. Cette souffrance-là te permet de grandir. Il y en a plusieurs autres. Là, marcher sur des braises, sauter en bungee, mais il n'y a pas de corde. Mais c'est un peu dangereux quand même. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre sa vie en danger pour devenir un homme? Ça, c'est des rites tribaux. Là. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, nous, à notre échelle, on a des manières de faire qui sont beaucoup plus ancrées dans le concret. Là. Ça peut être introduit au monde du travail si... je pense au sport beaucoup. Par le sport aussi, ça peut être par le sport aussi. Il y a toujours des risques de dérive. Un peu, non, c'est ça, le sport. Il y a toujours un risque de dérive. Ça peut être encore perçu comme un jeu. Ça dépend comment c'est introduit. Si, admettons, les hommes se rassemblent puis jouent ensemble, il y a un groupe d'hommes qui se rassemblent puis qui jouent au hockey tous les vendredis, puis que là, le jeune garçon de 13-14 ans est appelé à rejoindre les hommes à un certain âge, bien, il y a déjà ça. Il y a déjà... Puis là, ça s'en va vers la troisième étape, qui est l'étape de l'incorporation. C'est-à-dire que non seulement on te dit, voilà c'est quoi un homme, on te montre des exemples de ce que c'est un homme, mais ensuite, tu es inclus dans une fraternité. Ça, c'est le plus important. La séparation, c'est une étape pour laquelle l'auteur affirme qu'on a des grandes lacunes aujourd'hui dans nos sociétés. Là, la séparation du monde maternel. Là, les enfants, on reste des enfants trop longtemps, bref. Puis l'autre étape lacunaire, c'est l'incorporation. Il n'y a plus de fraternité pour les hommes. Puis ça, il va expliquer ça. Entre autres, il dit, ce que ça prend des milieux qui sont exclusivement masculins. Où est-ce que le jeune garçon peut voir, OK, ça, c'est pour les hommes. Puis il doit pouvoir les intégrer, puis il doit pouvoir ensuite être accueilli, puis reçu comme un frère. Tu sais, vraiment que les hommes le reçoivent, mon frère. Donc ça, on a perdu ça ici. On n'a pas beaucoup ça ici.
Il pouvait y avoir ça, admettons, dans certains mouvements scouts là, à plus petite échelle, mais sauf que ça fait partie des solutions. Justement, Thomas, là, depuis tout à l'heure, je t'écoute, puis je me dis, mais aujourd'hui, on n'a plus dans nos cultures ces genres de rituels-là. Même les sacrements dont tu as parlé plus tôt, la majorité de la population les a abandonnés. Est-ce que ce serait ça, selon toi, la cause pourquoi les jeunes garçons ont de la difficulté à faire ce passage vers la vie d'homme adulte? Bien, ce que l'auteur affirme, c'est, entre autres, oui, c'est certain. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs enjeux, là, c'est plusieurs facteurs, mais nous, comme, admettons qu'on le prend juste dans une perspective catholique, là, même nous, on a de la difficulté à trouver des espaces qui sont exclusifs. On a de la difficulté même à parler d'espaces exclusifs. Un espace juste pour les hommes, un espace juste pour les femmes. C'est comme si on est tellement acquis à l'idée que ça prend une mixité qu'on se dit, ben là, ce serait inégal, tu sais, d'avoir... Mais non, on a besoin, encore plus en bas âge, là, à l'école secondaire, et jusqu'au... on a besoin d'avoir des espaces où est-ce qu'on apprend à goûter à ce que c'est notre nature, que ce soit la nature d'un homme, que ce soit la nature d'une femme. Mais moi, je pense que c'est un des éléments. Mais le livre vaut vraiment la peine parce qu'il s'applique à notre société, là. Ça, pour catholiques aussi, c'est une grande critique par rapport à nos fraternités. C'est vrai, une fraternité en Église, c'est important, mais la fraternité entre hommes, c'est quelque chose qu'on a tendance à... C'est comme si on a peur un peu. On a peur que ça fasse des espèces de groupuscules ou des groupes fermés, puis on n'aime pas ça, les choses fermées qui sont ouvertes. Mais c'est important pour l'identité. Ce que ça fait, c'est qu'après ça, hommes et femmes, quand ils se revoient, ils sont plus capables de s'aimer dans la complémentarité. Merci Thomas. On mettra le livre que tu suggères dans la description du vidéo sur YouTube et Facebook. Alors, Thomas Plouffe, spécialiste en psychoéducation, merci de nous avoir éveillés à cet enjeu de comment devenir homme aujourd'hui. Merci Simon. À bientôt.